Il l'a mise à la porte, elle et ses jumeaux à peine nés. Sous la pluie, il l'a laissée sans toit, perdant encore le sang de son accouchement, sans nulle part où se réfugier ni personne à qui téléphoner. Lui, pendant ce temps, se tenait sur le pas de la porte aux côtés de sa maîtresse, riant de la voir chanceler dans la pénombre, comme si elle n'était qu'une ordure dont il venait enfin de se débarrasser. Cette nuit-là, elle s'est écroulée près d'un arrêt de bus, entièrement trempée, son corps meurtri, ses nourrissons pleurant contre sa poitrine, avec pour seule possession un unique message sur son téléphone. Il provenait d'un père qu'elle pensait décédé depuis 8 ans, et ne contenait que ces quelques mots « J'avais tout préparé ». Ce que son mari ignorait, ce qu'il n'avait jamais pu imaginer, c'était que cette maison de maître d'où il l'avait expulsée, les comptes en banque qu'il s'empressait de vider, cette vie qu'il croyait s'être appropriée, rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Et dans 3 semaines, Manon Legrand allait repasser ses portes d'une façon qui pulvériserait toutes ses certitudes sur le pouvoir, le contrôle, et sur l'identité du véritable propriétaire de son monde. Avant d'explorer comment la faille s'est ouverte, si vous désirez voir comment Manon a méthodiquement détruit son mari, repris possession de tout ce qu'il lui avait dérobé et quitté le tribunal en triomphatrice, cliquez sur le bouton d'abonnement sans plus attendre et laissez un commentaire nous disant l'heure qu'il est chez vous. Faites-moi confiance, la suite est immanquable. La pluie cinglait la peau de Manon avec la violence de projectiles alors qu'elle se tenait, pieds nus, sur les marches en marbre. Ses jumeaux nouveau-nés étaient serrés contre son cœur, 2 petites vies fragiles. Derrière elle, la maison de maître en Touraine diffusait une lueur dorée, une chaleur inaccessible, comme un souvenir auquel elle ne pouvait plus prétendre. Sa chemise de nuit, trempée, adhérait à sa peau, mais elle ne sentait pas le froid. Rien ne l'atteignait, hormis le poids de ses enfants et l'écho brutal de la porte qui venait de se refermer. « Tu n'es qu'un fardeau, Manon, va-t'en. » Sa voix avait été dénuée d'émotion, presque robotique, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Léo Fournier se tenait là, encadré par 2 agents de sécurité, le regard vide de tout ce qu'il avait pu contenir par le passé. Ou peut-être ce vide avait-il toujours été là. Peut-être l'amour l'avait-il simplement rendu aveugle. « Léo, je t'en supplie. » Sa voix se cassa. « Les jumeaux n'ont que 3 jours. Laisse-moi au moins rester jusqu'à l'aube. S'il te plaît. » Il ne manifesta aucune réaction. « Tu as compris. Sors. » Derrière lui, Zoé Durand fit son apparition. Celle qui avait été son assistante, sa confidente, le prétexte à ses nuits prolongées et ses déplacements professionnels. Elle portait le peignoir de Manon, celui en soie que Léo lui avait offert le Noël précédent. Le sourire de Zoé s'étira lentement, un sourire de triomphe, comme celui de quelqu'un qui remporte enfin un trophée longuement convoité. « Quelle situation délicate !» lança Zoé, sa voix empreinte d'une fausse compassion. « Tu aurais peut-être dû te montrer plus efficace. » Manon serra plus fort ses bébés contre elle. L'un d'eux laissa échapper un léger gémissement, un son infime qui transperça le bruit de la pluie. Elle aurait voulu hurler, se débattre, réclamer des explications, mais son corps se remettait à peine de sa césarienne, et les points de suture la tiraillaient à chaque inspiration. Il ne lui restait plus aucune énergie pour la colère. Seule la survie comptait. « Je t'ai tout offert, » chuchota Manon. 6 années, Léo. 6 années de mon existence. Et qu'ai-je reçu ? Léo fit un pas en avant, le visage tordu par le dédain. Une épouse incapable d'organiser un simple dîner mondain sans me couvrir de ridicule. Une épouse dont la famille n'avait rien à m'apporter. Tu étais une cause humanitaire, Manon. Je t'ai épousée par compassion. Ces mots la percutèrent de plein fouet. Manon recula, ses pieds nus dérapant sur la pierre glissante. Elle retrouva son équilibre, réajusta ses jumeaux dans ses bras et s'obligea à respirer. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire, une maxime de son enfance. C'est quand il te croit vaincu que tu dois observer. C'est là que tu dois apprendre. C'est là que tu dois te préparer. D'accord. La voix de Manon retrouva sa fermeté. Je pars. Elle fit volte-face et commença à descendre les marches. Chaque pas était une torture. Chaque mouvement était calculé. La valise qu'elle tenait semblait peser 1 tonne. Dans son dos, elle perçut le rire de Zoé, un rire perçant et méchant. Regarde là, Léo. Elle n'essaie même pas de se défendre. Léo resta silencieux. La porte se ferma. La lumière demeura allumée. Arrivée au grand portail de fer,
Manon s'immobilisa. Les rues désertes et obscures s'étendaient devant elle. La pluie tombait avec une violence renouvelée. L'un des jumeaux se mit à pleurer, un cri strident qui déchira la nuit. Le second l'imita aussitôt, leurs voix fragiles emplies de désespoir. Elle n'avait aucun lieu où aller. Ni famille, ni argent. La batterie de son téléphone affichait 3%. Son corps suppliait le repos. « Calmez-vous, mes amours, calmez-vous. » Elle les berça avec tendresse, sa voix tremblante. « Maman s'occupe de vous. » Elle ignorait si elle se mentait à elle-même. C'est alors que son téléphone vibra. Une, puis 2 fois. Elle cala mieux les jumeaux, extirpa le téléphone de sa poche et regarda l'écran. Un message d'un numéro inconnu. Ton père avait tout préparé. Manon retint son souffle. Son père était décédé il y a 8 ans. D'une crise cardiaque foudroyante. Disparu avant qu'elle n'ait pu lui dire adieu. Quelle était cette sinistre plaisanterie? Un second message apparut. Ouvre la pièce jointe. Ne te fie à personne. Sois patiente. Ses doigts tremblaient en touchant l'écran. Un fichier vidéo se mit à charger, l'image lente et de mauvaise qualité. Puis un visage se dessina. Son père, plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, le visage plus creusé, mais c'était lui, sans l'ombre d'un doute. Ses yeux étaient perçants, déterminés, animés d'une flamme qu'elle ne lui avait jamais connue. Manon. Sa voix crépita dans le haut-parleur. Si tu vois cette vidéo, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. C'est que Léo a révélé sa véritable nature et que tu te retrouves seule. Des larmes voilaient sa vue. Elle approcha le téléphone de son visage, comme pour tenter de le toucher à travers l'écran. Je savais que cela risquait d'arriver, poursuivit son père. J'ai vu son regard sur toi. La manière dont il nous regardait, ta mère et moi, comme si nous lui étions inférieurs, comme si tu n'étais qu'un moyen de parvenir à ses fins. J'ai donc pris mes dispositions. Tout ce dont tu as besoin est prêt. La maison de maître que tu viens de fuir, elle t'appartient. Les comptes qu'il utilise, ils t'appartiennent. Chaque euro qu'il a dépensé, chaque mensonge qu'il a proféré, le moindre sentiment de sécurité qu'il croit posséder, tout repose sur une structure que je maîtrisais. Et désormais, cette maîtrise est entre tes mains. Les jambes de Manon se dérobèrent. Elle s'assit sur le bord du trottoir, ses bébés toujours contre elle. Non, souffla-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Il y a une avocate, reprit son père. Son nom est Sandrine Moreau. Elle détient tout. Les actes, les titres de propriété, les enregistrements. Elle le surveille depuis 3 ans. Elle les surveille, en attendant ce précis moment. Contacte-la demain. Pas ce soir. Ne montre aucune réaction. Laisse-le croire à sa victoire. Laisse-le savourer son triomphe. Laisse-le prendre ses aises. Et ensuite, Manon, tu récupères tout. La vidéo s'acheva. L'écran s'éteignit. Manon demeura là, sous la pluie battante, ses jumeaux sanglotant contre sa poitrine, et quelque chose bascula en elle. L'humiliation était toujours présente. La douleur ne s'était pas évanouie. Mais sous cette couche de souffrance, une nouvelle force commençait à germer. Une force froide, acérée et patiente. Elle se releva, réconforta ses bébés et se remit en marche. La lueur d'un arrêt de bus se dessinait au loin, un modeste abri avec un banc. Elle y parvint, s'y laissa tomber et serra ses enfants contre elle. Ils se turent, apaisés par les battements de son cœur, par sa chaleur. Elle contempla la rue déserte et songea à Léo, à Zoé, à la maison et à la vie qu'elle venait de perdre. À l'autre bout de la ville, sur une terrasse sur le toit, Léo levait son verre de vin. Zoé, langoureusement installée sur ses genoux, riait. La liberté a un goût délicieux, tu ne trouves pas? Murmura-t-elle. Léo eut un large sourire. La meilleure décision de ma vie. Ils ignoraient que chaque ampoule de cette demeure, chaque centime sur ses comptes, chaque once de sécurité qu'ils éprouvaient, tout cela était sur le point de s'évanouir. Ils ignoraient que la femme qu'ils avaient chassée était déjà en train d'orchestrer son retour. Ils ignoraient que l'humiliation infligée était l'étincelle qui allait consumer leur monde. Manon rapprocha ses jumeaux et chuchota dans la pluie, « Je veillerai sur vous. Je triompherai. Et ils ne soupçonneront jamais rien. »
Le jour se leva, gris et glacial. Un de ces matins où le monde semble avoir perdu ses couleurs. Manon se trouvait dans l'appartement de Madame Dubois, emmitouflée dans des couvertures à l'odeur de lavande et de souvenirs, les yeux rivés sur son téléphone comme s'il contenait les réponses à des questions qu'elle ne savait comment formuler. Les jumeaux dormaient dans un berceau de fortune à ses côtés, leur petite poitrine se soulevant au rythme régulier de leur respiration. Madame Dubois, sa voisine âgée qu'il avait toujours considérée comme la fille qu'elle avait perdue il y a des années, lui servit un thé léger dans des tasses ébréchées, sans un mot. Le silence est parfois la plus grande des bontés. Les mains de Manon tremblaient en revisionnant pour la 3e fois la vidéo de son père. Son visage, vieilli et amaigri, occupait le petit écran, mais une lueur de détermination brûlait dans ses yeux, lui serrant le cœur. « Ton père avait tout préparé », affirmait le message. Mais comment ? Comment un homme décédé pouvait-il anticiper une trahison 8 ans plus tard ? Comment un homme ayant été chef d'entrepôt toute sa vie pouvait-il être propriétaire d'une maison de maître valant des millions ? Rien de ces 12 dernières heures n'avait de sens. Pourtant, elle était là, détenant la preuve que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. « Il faut que tu manges », dit doucement Madame Dubois, posant un bol de bouillon de légumes sur la table. Manon secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas pour l'instant. » Madame Dubois s'assit en face d'elle, ses mains ridées croisées. « Cet homme t'a mise dehors comme une malpropre. Tes enfants n'ont pas une semaine. Et maintenant, tu me dis que ton père, paix à son âme, t'a laissé quelque chose. Manon, sois sur tes gardes. Les riches ne cèdent pas facilement le pouvoir. » Manon acquiesça, l'esprit ailleurs. La vidéo évoquait un portail, un accès secret dissimulé dans le message. Elle l'avait découvert à l'aube, caché dans un symbole qu'elle avait presque ignoré. Son père avait toujours été un homme méticuleux, de ceux qui vérifient 2 fois avant d'agir. Elle toucha à nouveau le symbole. Le portail s'ouvrit sur une avalanche de fichiers, de documents, de tableurs, de papiers légaux remplis de noms et de chiffres qui lui donnèrent le tournis. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura-t-elle. Le premier document était un acte de fiducie. La fiducie Famille Legrand, créée 20 ans plus tôt, la nommant unique bénéficiaire sous certaines conditions. La maison de maître en Touraine, d'où Léo l'avait expulsée, y était listée comme un bien de la fiducie. Ni sa propriété à lui, ni une propriété partagée. La sienne. Cette révélation la submergea. Elle fit défiler l'écran. Des comptes en banque, des portefeuilles d'actions, des polices d'assurance, tous gérés par son père, tous programmés pour être activés en cas de trahison ou d'abandon. Comment avait-il su ? Comment avait-il pu prévoir cela alors qu'elle-même était restée aveugle ? Manon. La voix de Madame Dubois la tira de ses pensées. Qu'y a-t-il ? On dirait que tu as vu un spectre. C'est un peu ça, répondit Manon d'une voix faible. Elle cliqua sur un autre fichier. Une nouvelle vidéo se lança. Son père apparut de nouveau, fixant la caméra comme s'il la voyait, comme s'il était assis en face d'elle. Si tu regardes cette seconde vidéo, c'est que tu as trouvé le portail. Parfait. Tu es donc prête à m'écouter. Sa voix était posée, rassurante, la même qui lui lisait des contes le soir. Il faut que tu saches, Manon. Je n'étais pas qu'un simple chef d'entrepôt. C'était une couverture, une histoire pour te protéger. Mon vrai métier était la gestion d'actifs pour des personnes très fortunées. Des clients qui avaient besoin que leur argent soit dissimulé, sécurisé, transféré en toute discrétion. J'excellais dans ce domaine. Trop, peut-être. Et au fil du temps, j'ai bâti ma propre fortune. Pour toi. Le souffle de Manon se coupa. Madame Dubois se pencha, les yeux ronds. Que dit-il ? Il dit qu'il m'a menti, chuchota Manon. Il m'a menti toute ma vie. Son père continua. J'ai cerné Léo dès le jour où tu nous l'as présenté. J'ai vu comment il regardait notre maison, les bijoux de ta mère, et toi, comme si tu étais un objet à utiliser. J'ai engagé des détectives. Je les fais suivre, et mes pires craintes se sont confirmées. Il t'a épousé pour le statut, l'image de stabilité, les contacts qu'il croyait inexistants dans ta famille. Mais il ignorait tout de moi, de ce que j'avais bâti, de ce que j'avais mis à l'abri. La vidéo enchaîna sur une série de documents officiels.
La maison de maître a été acquise par une société écran que je contrôlais. Léo croit que son nom figure sur l'acte de propriété, car je lui ai montré un faux. Le véritable acte a toujours mentionné ton nom, comme propriétaire au sein de la fiducie jusqu'à tes 30 ans ou ton abandon. La première de ces deux conditions étant remplie. Les comptes qu'il a utilisés sont les tiens. Chaque centime que j'ai investi dans sa société, chaque prêt que j'ai garanti, chaque placement qu'il pensait être à lui, tout te revient dès l'instant où il enfreint les clauses de la fiducie. Manon porta ses mains à sa bouche, des larmes inondant son visage. Papa, sanglota-t-elle. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Le visage de son père s'adoucit. Parce que je voulais ton bonheur. Je voulais croire que je me trompais sur lui. Mais je voulais aussi être certain que si j'avais raison, tu aurais une porte de sortie. Que tu aurais le pouvoir. Que tu aurais les preuves. L'écran afficha une fiche de contact. Sandrine Moreau, avocate, avec un numéro et une adresse. Sandrine surveille Léo depuis 3 ans. Elle a des enregistrements, des relevés bancaires, des preuves d'adultère, de fraude, tout ce dont tu auras besoin. Mais Manon, écoute-moi bien. Ne te précipite pas. Laisse-le croire qu'il a gagné. Laisse-le prendre ses aises. Laisse-le commettre des erreurs. Et au moment opportun, tu reprendras tout. Sans colère, sans violence. Avec des preuves, la loi, et de la patience. La vidéo prit fin. Manon resta prostrée, le téléphone encore allumé dans ses mains. Madame Dubois posa sa main sur son poignet. Tu le crois? Manon acquiesça lentement. Je ne sais comment, mais oui, je le crois. Que vas-tu faire alors? Manon regarda les jumeaux, toujours endormis, leurs visages innocents. Elle pensa à Léo, à Zoé, à leur rire cruel. Elle pensa à la maison, à la vie perdue, à l'humiliation qui la rongeait. Puis elle pensa à son père, aux années passées à préparer ce moment, à la confiance qu'il lui avait témoignée pour achever son œuvre. Je vais appeler Sandrine, déclara Manon, sa voix ferme pour la première fois. Et je ferai exactement ce que papa a dit. Je vais les laisser croire à leur victoire. Je vais observer. Je vais patienter. Et je reprendrai tout. Madame Dubois esquissa un sourire lent et satisfait. Ton père t'a bien éduqué. Manon composa le numéro. Une sonnerie, 2. Une voix vive et professionnelle répondit. Cabinet Moreau, bonjour. Je m'appelle Manon Legrand, dit-elle. Sa voix était forte, assurée, plus du tout brisée. Mon père m'a conseillé de vous appeler. Une courte pause. La voix de Sandrine s'adoucit imperceptiblement. Cela fait 3 ans que j'attends votre appel. Êtes-vous prête? Manon contempla ses jumeaux, les fichiers sur son téléphone, la vie qu'elle s'apprêtait à reconquérir. Oui, affirma-t-elle. Je suis prête. Le bureau de Sandrine Moreau occupait le 14e étage d'un bâtiment où flottaient des odeurs de richesse ancienne et d'ambition moderne. Manon se présenta à 9h pile. Les jumeaux étaient installés contre sa poitrine dans le double porte-bébé prêté par Madame Dubois. Ses vêtements étaient empruntés, ses cheveux encore légèrement humides, mais elle se tenait droite, le regard clair. Elle avait passé la nuit à éplucher les documents de son père, à mémoriser noms et chiffres jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans sa mémoire. Pour reprendre sa vie en main, elle devait maîtriser chaque élément de son arsenal. La réceptionniste, une jeune femme au maquillage impeccable et au sourire mécanique, la dévisagea avec un mépris à peine voilé. « Avez-vous rendez-vous » ? Sandrine m'attend, répondit Manon calmement. Annonçait Manon Legrand. L'expression de la réceptionniste changea, passant de l'indifférence à l'étonnement. Elle décrocha le téléphone, chuchota quelques mots, puis acquiesça. Elle vous reçoit. Au fond du couloir, à droite. Le bureau de Sandrine était un écrin de bois sombre et de cuir, avec d'immenses baies vitrées donnant sur la ville. La femme assise derrière le bureau avait la cinquantaine, les cheveux gris relevés en un chignon strict, vêtue d'un tailleur bleu marine qui valait probablement plus que toute la garde-robe de Manon. Mais son regard était bienveillant, perçant, celui de quelqu'un qui a mené trop de combats pour s'attarder sur les formalités. Manon Legrand, dit Sandrine en se levant et en tendant la main. Votre père parlait sans cesse de vous. Il était persuadé que ce jour arriverait. Je regrette seulement qu'il ait eu raison. Manon lui serra la main,
fermement. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, asseyez-vous, dit Sandrine en désignant un fauteuil. Manon s'installa, ajustant les jumeaux qui s'agitèrent sans se réveiller. Sandrine l'observa un instant, puis ouvrit un volumineux dossier. Avant toute chose, je dois savoir. Venez-vous chercher la vengeance ou la justice? Manon répondit sans hésiter. La justice. Parfait, dit Sandrine. La vengeance est chaotique et onéreuse. La justice est nette et définitive. Votre père l'avait compris. Il a passé 15 ans à construire un dossier irréfutable, incontestable, incorruptible. Ce que Léo vous a fait il y a 3 nuits n'était pas seulement cruel. C'était la pièce manquante, la preuve finale dont nous avions besoin pour activer la fiducie et réclamer chaque bien qu'il exploitait. Elle fit glisser un document sur le bureau. Manon le prit, ses yeux parcourant le jargon juridique. La fiducie Famille Legrand, établie en 2010, la nommant unique bénéficiaire. La maison de maître en Touraine, achetée via une société écran contrôlée par son père, maintenue en fiducie jusqu'aux 30 ans de Manon ou son abandon par son époux. Elle avait 29 ans. La clause d'abandon avait été enclenchée dès que Léo l'avait chassée. Il ne possède rien, chuchota Manon. Ni la maison, ni les voitures, pas même l'entreprise qu'il croit avoir créée. Exactement, confirma Sandrine. La société de capital risque de Léo, les entreprises Fournier. Votre père en était l'investisseur occulte. Chaque euro utilisé par Léo pour la lancer provenait des comptes de votre père, via des holdings offshore pour simuler des investisseurs tiers. Il n'en avait aucun. C'était l'argent de votre père, donc c'est maintenant le vôtre. Une sensation froide et puissante envahit Manon. Pourquoi mon père ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'il vous aimait, répondit simplement Sandrine. Et il voulait croire que Léo lui donnerait tort. Il espérait que le mariage, les enfants, le temps ferait de Léo l'homme que vous imaginiez. Mais votre père était aussi un pragmatique. Il savait que les hommes comme Léo ne changent pas. Ils deviennent juste plus habiles à se dissimuler. Elle sortit un autre dossier, encore plus épais. Ces 3 dernières années, mes enquêteurs ont tout documenté. Infidélité, fraude financière, évasion fiscale, abus de confiance. Léo vous spolie depuis votre mariage. Il a transféré des fonds sur des comptes offshore, acquis des biens via des sociétés écrans, bâti un empire qu'il croit à l'abri. Mais chaque transaction remonte à l'investissement initial de votre père, ce qui signifie que chaque bien que Léo croit posséder vous revient de droit. Manon serra le document entre ses mains. Et Zoé? Le sourire de Sandrine était fin et menaçant. Zoé Durand est un cas d'école. Salariée de Léo depuis 4 ans, officiellement comme assistante de direction. Officieusement, sa maîtresse depuis 3. Elle se trouve aussi à détourner des fonds de la société. De petites sommes au début, puis de plus en plus. Léo ne s'en doute pas, trop arrogant pour vérifier sa propre comptabilité. Mais nous savons. Et le moment venu, elle chutera avec lui. Manon regarda ses jumeaux, leur visage paisible. Je ne veux pas qu'ils aient l'image d'un père criminel. Alors nous serons stratégiques, assura Sandrine. Nous n'allons pas le détruire. Nous allons simplement reprendre ce qui vous appartient et le laisser assumer ses choix. Mais Manon, comprenez bien une chose. Cela prendra du temps. Nous devons le laisser croire qu'il a gagné. Le laisser faire des erreurs. Plus il sera sûr de lui, plus il sera imprudent. Et à son point de plus grande vulnérabilité, nous frapperons. Manon acquiesça lentement. Combien de temps? Quelques semaines. 1 mois, peut-être. Il nous faut des documents. Des témoins. Et il faut qu'il s'incrimine lui-même. Saurez-vous être patiente? Manon repensa à la pluie, aux marches froides, à la porte qui claque. Au sourire de Zoé, au mépris de Léo, à la façon dont il l'avait traité comme une moins que rien. Oui, dit-elle. Je peux être patiente. Sandrine se renversa dans son fauteuil, approbatrice. Bien. Parlons logistique. Il vous faut un logement, sûr, assez proche pour suivre la situation, mais assez loin pour que Léo ignore où vous êtes. J'ai un appartement à Saint-Germain-des-Prés, tout équipé, payé par la fiducie. Vous et les jumeaux pouvez y rester le temps qu'il faudra. Je n'ai pas les moyens.
Si, vous les avez, la coupa Sandrine. La fiducie génère des bénéfices depuis 15 ans. Vous êtes plus riche que vous ne l'imaginez. Votre père y a veillé. Des larmes montèrent aux yeux de Manon. Je ne sais comment vous remercier. Remerciez-moi en gagnant, répliqua Sandrine. Remerciez-moi en reprenant ce qui est avoué, en montrant à vos enfants que la dignité et la patience sont plus fortes que la cruauté et l'arrogance. Elle se leva, alla à la fenêtre et contempla la ville. Votre père était l'un des hommes les plus brillants que j'ai connus. Il a joué une partie longue, et il l'a jouée à la perfection. C'est à votre tour. Manon se leva, ajusta les jumeaux et la rejoignit. En bas, la ville pulsait de son rythme frénétique, une foule pressée se rendant à ses rendez-vous, ignorant la guerre feutrée qui se jouait dans les bureaux et les prétoires. Par quoi dois-je commencer? Demanda Manon. Sandrine lui tendit un téléphone neuf et élégant. Voici une ligne sécurisée. Nous sommes les seuls à avoir ce numéro. Utilisez-le pour tout ce qui touche à l'affaire. Ensuite, documentez tout. Chaque échange avec Léo, chaque message, chaque tentative de contact. Enfin, vivez votre vie. Établissez une routine. Occupez-vous des jumeaux. Laissez-le croire que vous avez disparu, que vous avez renoncé. Et quand il sera convaincu que vous n'êtes plus une menace, nous l'attaquerons avec toutes nos forces. Manon prit le téléphone, sentant son poids dans sa main. Il va être furieux. Qu'il le soit, dit Sandrine. Les hommes en colère commettent des erreurs, et nous serons là pour les consigner toutes. Manon regarda ses jumeaux, puis Sandrine. Quand ce sera fini, que deviendra Léo? L'expression de Sandrine resta impassible. Cela dépendra de lui. S'il résiste, nous l'anéantirons. S'il accepte les conditions, il partira avec sa liberté, et rien d'autre. Quoi qu'il arrive, vous gagnez. Manon sentit quelque chose se transformer en elle. Ce qui avait été brisé 3 nuits plus tôt se reconstruisait, plus dur, plus tranchant, indestructible. Alors, commençons, dit-elle. Sandrine sourit. Bienvenue dans la bataille, Manon le Grand. Votre père serait fier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Manon avait quitté le bureau de Sandrine, armée d'un plan et d'une détermination nouvelle. 3 semaines de matins paisibles dans l'appartement de Saint-Germain-des-Prés, à s'occuper des jumeaux, à archiver chaque message de Léo exigeant la cession des droits de garde. Chaque message vocal de Zoé la raillant de sa prétendue faiblesse. 3 semaines à observer à distance Léo organiser des réceptions dans la maison de maître, publiant sur les réseaux sociaux des photos de sa nouvelle vie, de sa liberté, de son succès. Mais aujourd'hui, l'attente touchait à sa fin. Aujourd'hui, Manon allait retourner à la maison de maître, non plus en victime implorant un toit, mais en propriétaire légitime, muni de documents qui allaient anéantir l'édifice que Léo croyait avoir bâti. La berline de luxe s'arrêta devant l'appartement à 9h pile, noir et racé, une voiture qui forçait l'admiration. Le chauffeur, un certain James qui avait servi son père des années plus tôt, ouvrit la portière avec une légère inclination de tête. « Mademoiselle Legrand », dit-il d'une voix respectueuse. « Êtes-vous prête ?» Manon se regarda une dernière fois dans le miroir. Une simple robe noire, les cheveux relevés, un maquillage discret. Pas besoin d'afficher la richesse. Juste la certitude. « Je suis prête, dit-elle. Sandrine l'attendait sur la banquette arrière, sa mallette ouverte, des dossiers étalés. Les agents nous rejoindront sur place. Nous avons l'ordonnance d'expulsion, les actes de transfert de propriété, et les injonctions de cesser et de s'abstenir pour tous les comptes et cartes bancaires. Dès notre arrivée, tout ce que Léo utilise sera bloqué. Ces cartes ne fonctionneront plus. Son accès aux comptes professionnels sera gelé. Il aura exactement 48 heures pour évacuer la propriété. Manon acquiesça, les mains calmes malgré son cœur qui battait la chamade. Et s'il s'oppose? Il s'opposera, affirma Sandrine. Les hommes comme Léo s'opposent toujours. Mais c'est ce que nous attendons. Chaque mot, chaque menace, deviendra une preuve supplémentaire. Les agents consigneront tout. Le voisinage assistera à la scène. Et ce soir, l'histoire fera le tour de la ville. La berline de luxe fendit la circulation et s'engagea sur la route de campagne menant à la maison de maître, ce monument érigé sur des mensonges. Manon aperçut les lumières dorées aux fenêtres, la pelouse impeccable,
la fontaine dans l'allée que Léo aimait tant montrer sur les réseaux sociaux. Sa maison, le legs de son père, volé et exhibé par un homme qui n'en avait jamais mérité une seule pierre. 2 voitures de police étaient déjà stationnées. Des agents se tenaient sur le trottoir, attirant les regards intrigués des voisins qui commençaient à sortir. Manon reconnut Madame Bernard, 3 maisons plus loin, celle qui lui avait dit lors d'un événement caritatif qu'elle avait eu de la chance d'épouser un homme si bien. Elle vit Monsieur Martin, le banquier retraité qui avait loué le sens des affaires de Léo. Ils étaient tous là, téléphone en main, à filmer. En scène, dit Sandrine en ramassant ses dossiers. James ouvrit la portière et Manon sortit, ses talons résonnant sur le sol. Le soleil matinal faisait scintiller la carrosserie. Elle s'avança vers la maison, Sandrine à ses côtés, les agents leur emboîtant le pas. Tous les regards étaient braqués sur elle. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle n'arrive. Léo apparut, pieds nus, en pyjama et t-shirt, les cheveux en bataille. Son expression passa de l'incompréhension à la reconnaissance, puis à la fureur en une fraction de seconde. Manon. Il balaya du regard les agents, Sandrine, la berline. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Monsieur Léo Fournier, dit un des agents en s'avançant. Agent Marc Dupuis. Nous sommes ici pour vous remettre une ordonnance d'expulsion et divers documents légaux relatifs à la propriété et au gel de vos avoirs. Veuillez accepter ces documents. Léo éclata de rire, un rire sec et incrédule. Expulsion? C'est ma maison. J'en suis le propriétaire. Pas exactement, intervint Sandrine, sa voix calme et professionnelle. Elle lui tendit un dossier. Vous trouverez ici l'acte de propriété original, acquis en 2015 par la fiducie famille Legrand, avec Manon Legrand comme unique bénéficiaire. Vous trouverez aussi les preuves que chaque euro dépensé ces 6 dernières années provenait de comptes contrôlés par le père de Manon, et désormais par Manon elle-même. Cette maison, les voitures, l'entreprise que vous croyez avoir fondée, tout lui appartient. Léo fixa le dossier comme s'il contenait un venin mortel. Son visage blêmit. C'est impossible. J'ai signé des papiers. J'ai des actes. Vous avez de faux actes, rétorqua Sandrine. Créés par son père pour vous donner un sentiment de sécurité pendant qu'il suivait vos moindres faits et gestes. Les vrais documents sont ici, certifiés conformes, légaux et exécutoires. Vous avez 48 heures pour prendre vos affaires et quitter les lieux. Toute dégradation ou soustraction de biens ne vous appartenant pas entraînera des poursuites judiciaires. Zoé apparut derrière Léo, l'air suffisant jusqu'à ce qu'elle remarque les agents. Qu'est-ce qui se passe? Ils mentent, lança Léo, la voix plus forte. C'est du harcèlement. J'appelle mon avocat. Faites donc, l'invita Sandrine. Votre avocat vous confirmera ce que je vous dis. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété ni sur les actifs qui y sont liés. Manon fit un pas en avant, sa voix basse mais audible de tous dans la rue. Tu m'as chassé il y a 3 semaines, Léo. Tu m'as dit que j'étais un fardeau. Tu nous as mis à la rue, moi et nos nouveau-nés, en pleine nuit, parce que tu croyais que je n'avais rien, que je n'étais rien. Tu avais tort. Le regard de Léo croisa le sien, et pour la première fois, elle y eut de la peur. Manon, écoute. Non, dit-elle. C'est toi qui vas écouter. Chaque mensonge que tu as dit est consigné. Chaque euro que tu as volé est comptabilisé. Chaque privilège dont tu as joui en te faisant passer pour un autre. C'est terminé. Cette maison est à moi. L'entreprise est à moi. Et tu as 2 jours pour disparaître. Zoé agrippa le bras de Léo. Elle ne peut pas faire ça. Dis-lui qu'elle ne peut pas. C'est déjà fait, dit Sandrine. Elle tendit un autre dossier à Zoé. Et mademoiselle Durand, vous trouverez ici les détails de vos détournements de fonds chez les entreprises Fournier. Nous avons la trace de chaque transaction frauduleuse, de chaque note de frais falsifiée, de chaque compte que vous pensiez secret. Vous avez le choix, rembourser et démissionner discrètement, ou affronter la justice. À vous de voir. Le visage de Zoé devint livide. Le dossier lui échappa des mains, éparpillant les feuilles sur le marbre. Léo se tourna vers les agents. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas la croire sur parole. L'expression de l'agent Dupuis resta de marbre. Monsieur, nous ne sommes pas ici pour débattre du titre de propriété.
Nous sommes ici pour signifier des actes de justice. Si vous contestez, ce sera devant un tribunal. En attendant, vous devez vous plier à l'ordonnance d'expulsion. Les voisins s'étaient rapprochés, leur téléphone levé, filmant la scène. Manon entendait leur chuchotement, leur stupeur. Elle se tourna vers eux, sa voix portant jusqu'à l'autre bout de la pelouse. Pendant 6 ans, j'ai vécu ici comme l'épouse de Léo. Je lui ai tout donné. Et il y a 3 semaines, il nous a jetés dehors sous la pluie, moi et nos jumeaux de 3 jours, parce qu'il me croyait sans défense. Mais mon père avait tout prévu. Il a fait en sorte que le jour où la vérité éclaterait, personne ne puisse douter de qui était réellement sans défense. Elle se retourna vers Léo, le regard fixe. Tu voulais que je disparaisse parce que je te faisais de l'ombre. Mais je n'ai jamais été une ombre, Léo. J'étais le socle sur lequel tu as bâti tes mensonges. Et ce socle vient de s'effondrer. La mâchoire de Léo se contracta. Tu le regretteras. Non, répondit Manon. C'est toi qui regretteras de m'avoir sous-estimé. Sandrine remit les derniers documents à l'agent. Tous les comptes au nom de Léo Fournier sont gelés depuis 8 heures ce matin. Carte de crédit, compte professionnel, épargne personnelle, tout est bloqué. Il a 2 jours pour trouver un logement et un moyen de transport. Passé ce délai, toute tentative de retour sera considérée comme une violation de propriété. Léo resta là, le dossier à la main, la maison de maître dans son dos, la berline de luxe étincelant dans son allée, et pour la première fois de sa vie, il resta sans voix. Manon fit demi-tour et regagna la voiture, la tête haute, la démarche assurée. James lui ouvrit la portière et elle s'y glissa. Sandrine la suivit. Les agents restèrent sur le perron, veillant à ce que Léo comprenne le caractère exécutoire des documents. Alors que la voiture s'éloignait, Manon jeta un dernier regard à la maison. Léo se tenait sur le seuil, Zoé à ses côtés, tous deux pétrifiés. Les voisins commentaient déjà, leur téléphone crépitant de messages et de publications. Le soir même, toute la ville serait au courant. La femme qu'ils avaient plainte, l'épouse qu'ils avaient ignorée, venait de tout reprendre. Et elle l'avait fait avec patience, avec des preuves, et la certitude que la justice, quand elle est bien menée, n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a juste besoin d'être rigoureuse. La maison de maître avait une toute autre atmosphère maintenant qu'elle lui appartenait en propre. Manon arpentait les pièces qu'elle avait jadis entretenues et décorées, ces pièces où elle avait accueilli les associés de Léo tandis qu'il s'appropriait son travail, ces pièces où elle avait pleuré seule pendant qu'il était avec Zoé. Mais les larmes avaient séché, laissant place à une détermination froide et calculée. Sandrine avait été formelle, la propriété n'était que le début. Pour protéger les jumeaux et leur avenir, Manon devait s'assurer que Léo ne puisse jamais se retourner contre elle en justice. Il lui fallait des preuves si solides, si accablantes, que n'importe quel juge verrait clair dans son jeu. Il tentera d'obtenir la garde, avait prévenu Sandrine ce matin-là. Les hommes comme Léo n'admettent jamais leur défaite. Il la réinterprète. Il affirmera que vous êtes psychologiquement fragile. Que vous avez abusé de la confiance de votre père. Que les jumeaux ont droit à un père stable et fortuné. Il se posera en victime. Manon avait acquiescé, l'esprit déjà en ébullition. Il nous faut donc prouver qu'il n'est ni stable, ni apte à être père. Précisément, avait dit Sandrine. Et c'est pourquoi nous allons le laisser creuser sa propre tombe. Le plan était d'une élégante simplicité. Léo était arrogant, et les hommes arrogants se confient quand ils se sentent en position de force. Manon organiserait un dîner, sous prétexte d'une tentative de réconciliation, et le laisserait croire qu'il l'avait reconquise. L'équipe de Sandrine avait déjà truffé la maison de micros et de caméras cachées. Chaque mot, chaque aveu, chaque menace serait enregistrée. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire ? Avait demandé Sandrine, la sondant du regard. Dîner avec lui, feindre la faiblesse, lui laisser croire qu'il a encore une emprise sur vous. Manon avait soutenu son regard sans faillir. Je l'ai fait pendant 6 ans. Une soirée de plus ne changera rien. À présent, en dressant la table avec la porcelaine favorite de Léo, les verres en cristal qu'il exigeait, elle ne ressentait qu'une froide détermination. Les jumeaux étaient chez Madame Dubois, à l'abri des événements de la soirée. Manon avait peaufiné son rôle, répété la voix chevrotante, le ton contrit, l'attitude de la femme désespérée prête à tout pour sauver son foyer. C'était une pièce de théâtre,
et elle comptait livrer une performance magistrale. Léo arriva à 7 heures pile, vêtu du costume qui, selon elle, le rendait si puissant. Il se tint sur le seuil, l'air méfiant, calculateur. « Tu voulais me parler ?» ?»« Oui, » répondit Manon d'une voix douce et hésitante. « Entre, je t'en prie. » Il la dépassa, son regard balayant la maison comme pour faire l'inventaire de ses pertes. « Tu as changé la décoration. » « Un peu de changement était nécessaire, » dit Manon. Elle désigna la salle à manger. « J'ai fait ton plat favori. Un bœuf bourguignon, comme tu l'aimes. » Léo s'assit avec lenteur, la suspicion se lisant sur son visage. « Où veux-tu en venir, Manon ? Tu m'humilies devant tout le monde, tu me prends tout, et maintenant tu m'invites à dîner ?» Manon s'assit en face de lui, les mains croisées. « Je veux parler des jumeaux. De nous. » « Il n'y a plus de nous, » rétorqua Léo vivement. « Tu as été très clair en débarquant avec tes avocats et la police. » « J'étais en colère, » dit Manon, laissant sa voix se briser. « Tu m'as blessé, Léo. Tu m'as chassé au moment le plus vulnérable de ma vie. Mais j'ai réfléchi, et se déchirer n'est bon pour personne, surtout pas pour les enfants. » Léo se renversa sur sa chaise, son expression s'adoucissant à peine. « Et donc ? Peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente, » dit Manon. « Nous ne sommes pas obligés d'être ennemis. Nous pouvons être des parents, trouver un moyen de gérer ça sans passer par les tribunaux. » Elle observa ses yeux, y décelant le calcul. Il cherchait son angle, se demandant si elle était sincère ou si c'était un piège. « Pourquoi ce revirement soudain ? » demanda-t-il. Manon baissa les yeux. « Parce que je suis lasse, Léo. Lasse de la colère, lasse du combat. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que leurs parents se haïssaient. » Elle laissa une larme perler sur sa joue, un timing parfait. « Je veux juste la paix. » Léo prit son verre, le fit tourner, but une gorgée. « Tu sais, Manon, je t'ai toujours cru plus maligne que tu ne le paraissais. Toutes ces années à jouer la parfaite épouse, et maintenant ce coup de maître. La maison, l'argent, la démonstration de force. Ton père t'a bien formé. » « Mon père voulait me protéger, » dit Manon à voix basse. « C'est tout. »« Te protéger, » répéta Léo, moqueur. « C'est comme ça que tu appelles ça ? Monter des fiducies complexes, dissimuler des actifs, me traiter en criminel. » Le cœur de Manon s'emballa, mais elle resta impassible. « C'est toi qui m'as mise dehors, Léo. C'est toi qui as choisi Zoé. » Léo eut un rire amer. Zoé était une passade, une distraction. Mais toi, Manon, tu étais l'enjeu principal. Je n'avais juste pas compris que ton père jouait une partie encore plus longue. Il se pencha en avant, le regard acéré. Mais il y a une chose que je ne saisis pas. Pourquoi m'offrir une chance maintenant ? Tu as gagné. Tu as tout pris. Pourquoi ne pas m'achever ? C'était l'instant crucial. Manon laissa un silence lourd s'installer. Puis elle reprit, d'une voix à peine audible. Parce que les jumeaux méritent mieux que des parents qui s'entretuent. Et parce que, malgré tout, je ne veux pas te laisser sans rien. Léo la scruta, pesant ses mots, jaugeant sa sincérité. Finalement, il sourit. Le même sourire qu'à leur rencontre. Charmant et menaçant. Tu sais ce que je pense, Manon ? Je pense que tu as peur. Peur que si je me bats pour la garde, je gagne. J'ai des contacts, des moyens, des avocats qui ne feraient qu'une bouchée de Sandrine Moreau. Et je pense que tu es là pour négocier avant que je ne t'écrase au tribunal. Le cœur de Manon battait à tout rompre, mais son visage n'exprimait que de la tristesse. Peut-être as-tu raison. Peut-être ai-je peur. Mais ne serait-ce pas plus simple si nous trouvions un accord ? Tu vois les jumeaux, je garde la maison, nous partageons les biens équitablement. Partager équitablement, répéta Léo, son sourire s'élargissant. Après que ton père m'ait tout volé. Il n'a rien volé, dit Manon. Tout a toujours été à moi. Ah oui ? Léo se rapprocha, sa voix se faisant intime et dangereuse. Où a-t-il falsifié les documents de fiducie d'un vieil homme à l'agonie ? Parce que mes avocats enquêtent là-dessus, Manon. Et s'ils trouvent la moindre irrégularité, le moindre indice de fraude ou d'abus de faiblesse,
tout ton château de cartes s'écroulera. Manon se força à paraître terrifiée. Il n'y a eu aucune fraude. On verra, dit Léo. Il prit sa fourchette, goûta le plat. C'est excellent. Tu as toujours bien cuisiné. Ils dînèrent dans un silence pesant. Manon jouant son rôle à la perfection. Léo, de plus en plus à l'aise. Au dessert, enhardi par le vin et la certitude d'avoir repris l'avantage, il se livra. Tu veux la vérité, Manon? Je t'ai épousée parce que je te croyais malléable. Douce, crédule, en quête d'amour. Je pensais bâtir mon empire grâce au contact de ton père, puis me débarrasser de toi. Et ça a failli marcher. Manon garda les yeux baissés. Failli. Le problème, c'était ton père, poursuivit Léo, la voix pâteuse. Il était plus rusé qu'il n'en avait l'air, ce soi-disant chef d'entrepôt qui brassait des millions. Je l'ai sous-estimé. Je ne referai pas la même erreur avec toi. Manon leva les yeux. Que veux-tu dire? Léo sourit, un sourire glacial. Je veux dire que je vais demander la garde exclusive. Non pas que je veuille élever ces enfants, mais ils sont un levier. Tu les veux? Tu me cèdes la moitié de la fiducie, la moitié des biens, la moitié de tout. Sinon, je te traîne en justice pendant des années. Je te ferai passer pour instable, inapte, dangereuse. À la fin, tu t'estimeras heureuse d'avoir un droit de visite sous surveillance. Un froid glacial envahit Manon. C'était là. L'aveu que Sandrine avait prédit. La preuve de ses intentions, de sa manipulation, de son mépris absolu pour ses propres enfants. Tu te servirais de tes propres enfants comme d'un levier, chuchota Manon, feignant le choc. Ce ne sont pas des enfants, Manon, ce sont des actifs. Comme cette maison, comme la fiducie, comme le reste. Léo se leva, jeta sa serviette. Merci pour le dîner. Et pour m'avoir montré ton désespoir. Mes avocats te contacteront. Il se dirigea vers la sortie et Manon se leva. Sa voix était ferme maintenant. Le spectacle était terminé. Léo. Il se retourna. Quoi? Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit Manon. Chaque mot que tu as prononcé vient d'être enregistré. Chaque aveu, chaque menace, chaque élément dont j'avais besoin pour prouver ton inaptitude à être père. Tout est consigné. Le visage de Léo se décomposa. Comment? Manon alla au buffet, ouvrit un tiroir et en sortit un petit enregistreur. Audio et vidéo. Dans toute la maison. Sandrine m'avait prévenu. Elle m'a dit, les hommes de ton espèce disent toujours la vérité quand ils se croient victorieux. Léo se rua sur elle, mais Manon recula, téléphone en main. J'ai déjà tout envoyé à Sandrine, au juge des affaires familiales et sur un serveur sécurisé. Fais un pas de plus, et j'appelle la police. Menace-moi encore, et ce sera une preuve d'intimidation. Tente de demander la garde, et chaque juge de cette ville t'entendra admettre que tu ne veux pas de tes enfants, mais seulement les utiliser comme des armes. Léo resta figé, le visage empourpré de rage. Tu m'as piégé. Non, dit Manon. Je t'ai offert une chance d'être un homme bien. Tu as choisi de rester celui que tu as toujours été. Et maintenant, tout le monde va le savoir. Léo s'imaginait avoir encore des atouts. 3 jours après le dîner catastrophique, après que ses avocats lui eurent confirmé la légalité et la recevabilité des enregistrements, après que Zoé eut cessé de répondre à ses appels en comprenant sa ruine, il décida d'organiser une réception. Pas n'importe laquelle, une soirée sur le toit-terrasse de l'hôtel Belle Époque, lieu de rassemblement de l'élite locale. Il invita tous ses partenaires en affaires, toutes les figures mondaines, tous ceux qui comptaient dans son univers. Le message était limpide, je suis toujours là. Je suis toujours puissant. La petite victoire de Manon Legrand n'est qu'un incident de parcours. Manon apprit la nouvelle par Sandrine, informée par 3 sources différentes quelques heures après l'envoi des invitations. Il est aux abois, commenta Sandrine au téléphone. Les hommes aux abois font des bêtises. Doit-on s'inquiéter? Demanda Manon depuis la chambre des enfants, où les jumeaux dormaient paisiblement. S'inquiéter? Non, répondit Sandrine. Se préparer? Oui. J'ai déjà dépêché notre équipe en infiltration. Des photographes, des journalistes,
et quelques invités bien placés qui me sont redevables. Quoi qu'il arrive ce soir, nous l'archiverons. Et si Léo fait ce que je prévois, il nous livrera sur un plateau la dernière preuve nécessaire. Manon ressentit une sombre satisfaction. Que prévoyez-vous? Il va se vanter, dit simplement Sandrine. Il boira plus que de raison, s'entourera de flatteurs, et il parlera de vous, des jumeaux, de ses plans. Et nous enregistrerons tout. Le toit-terrasse de l'hôtel Belle Époque était somptueusement décoré. Des lumières blanches tendues entre des colonnes de verre. Des pyramides de verre de vin scintillant sous le ciel de la ville. Léo se tenait au centre, en smoking loué, souriant comme s'il était le maître du monde alors qu'il en était le débiteur. L'absence de Zoé était notable. Les quelques invités présents, moins nombreux qu'espérés, gardaient une distance polie, leur conversation prudente, leur regard curieux. Les rumeurs allaient bon train. Chacun savait qu'il y avait eu un problème avec sa femme, sa maison, ses affaires. Mais personne ne connaissait les détails, et Léo comptait bien imposer sa version. « Mesdames et messieurs », lança Léo en levant son verre. L'assistance se tut, les regards oscillant entre intérêt et scepticisme. « Merci de votre présence. Je sais que des rumeurs circulent sur ma vie privée, mes affaires, mon mariage. Je tiens à rétablir les faits. » Il but une longue gorgée, son sourire s'élargissant. Mon épouse, bientôt mon ex-épouse, Manon Legrand, a répandu des calomnies à mon sujet. Elle a utilisé l'argent et l'influence de son père pour tenter de détruire tout ce que j'ai bâti. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que j'ai fondé ma société par mes propres moyens, mon intelligence, ma vision. Et aucune manœuvre juridique ne pourra changer cela. Des murmures parcoururent l'assemblée. Dans un coin, une femme nommée Chloé Dubois, une des meilleures enquêtrices de Sandrine, tenait son téléphone discrètement, enregistrant la scène. À ses côtés, un jeune journaliste, Clément Rousseau, cherchait le meilleur angle. Léo poursuivit, la voix plus assurée. Manon croit pouvoir utiliser nos enfants comme une arme. Des jumeaux nés il y a quelques semaines, et elle s'en sert déjà. Elle m'empêche de les voir, me refuse tout accès, essaie de me faire passer pour un mauvais père. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il marqua une pause. Je n'ai pas besoin de ces enfants pour prouver ma valeur. Je suis Léo Fournier. J'ai créé les entreprises Fournier à partir de rien. Je suis devenu un homme respecté dans cette ville. Et si Manon croit pouvoir me prendre ça, elle est encore plus naïve que je ne le pensais. Quelques invités semblèrent mal à l'aise. Nicolas Martin, un investisseur qui avait connu le père de Manon, fronça les sourcils. Léo, l'interpella-t-il. N'est-il pas vrai que les entreprises Fournier ont été majoritairement financées par des capitaux externes? Léo balaya la question d'un revers de main. Le financement de départ, certes. Mais la vision, la réalisation, le succès, c'est moi. Et n'est-il pas également vrai, continua Nicolas, que ces capitaux externes étaient en réalité contrôlés par le père de Manon via des comptes offshore? Le sourire de Léo se figea. C'est une interprétation erronée. Vraiment? Insista Nicolas. Parce que j'ai vu les documents. Jean Legrand a été mon client pendant 15 ans. Je sais parfaitement comment il gérait ses actifs, et je sais qu'il ne vous a jamais fait confiance. Un silence de plomb s'abattit sur la terrasse. Le visage de Léo vira au rouge. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que Jean m'a appelé 2 semaines avant sa mort, dit Nicolas calmement. Il m'a fait part de ses inquiétudes concernant le mariage de sa fille. Il m'a demandé de témoigner pour la signature de certains documents visant à protéger Manon au cas où vous révéleriez votre vrai visage. Et il me semble, Léo, qu'il avait raison de s'inquiéter. Léo frappa son verre sur une table. Dehors. C'est ma soirée. Dehors. Nicolas esquissa un sourire entendu. En fait, c'est la soirée de l'hôtel. Vous n'êtes qu'un locataire. Et vu que votre carte de crédit a été refusée pour le paiement de la compte, je pense que l'hôtel aura quelques questions à vous poser. Les murmures reprirent de plus belle. Les invités sortirent leur téléphone. Léo serra les poings. C'est un mensonge. Mes comptes sont bloqués temporairement pour des raisons juridiques. Mais j'ai des ressources. J'ai du pouvoir. Tu n'as rien. Une voix s'éleva. Zoé s'avança, et Léo eut un bref instant de soulagement,
vite dissipée par son expression glaciale. Zoé, dis-leur. Dis-leur la vérité. La vérité? Zoé rit. La vérité, c'est que tu es ruiné, Léo. La vérité, c'est que tous ces comptes, tous ces investissements, tout appartenait à Manon. Tu as vécu sur l'argent de son père pendant 6 ans, trop arrogant pour t'en rendre compte. Léo tenta de s'approcher d'elle, mais la sécurité s'interposa. Tu savais, siffla-t-il. Tu savais depuis le début. Évidemment que je savais, dit Zoé. Pourquoi crois-tu que je suis resté? Je prélevais discrètement sur les comptes que tu croyais tiens. Tu n'as jamais rien vu, trop occupé à jouer les grands patrons. Mais maintenant que l'argent a disparu, je disparais aussi. Elle se tourna vers l'assistance. Et pour information, Manon Legrand a l'épreuve de tout. Chaque fraude, chaque mensonge, chaque délit que Léo a commis en se croyant au-dessus des lois. Elle prépare son dossier depuis des semaines. Et quand tout sera public, on vous demandera à tous ce que vous saviez, et depuis quand. La terrasse se vida en un instant. Les invités s'éclipsèrent sans un regard en arrière. Bientôt, Léo se retrouva seul sous les lumières blanches, son smoking semblant soudain défraîchi, son sourire envolé, sa main tremblante. Chloé Dubois sortit de sa cachette, son téléphone toujours en train de filmer. Monsieur Fournier, une déclaration pour la presse. Léo la dévisagea, l'air hagard. Qui êtes-vous? Je travaille pour Sandrine Moreau, dit Chloé calmement. Et j'ai tout enregistré. Vos menaces envers votre femme, votre mépris pour vos enfants, la confirmation de la fraude par Zoé. Tout est archivé. Quelque chose à ajouter? La voix de Léo était à peine audible. C'est un guet-apens. Non, dit Chloé. C'est la justice. Vous avez organisé une soirée publique et fait des déclarations publiques. Rien de tout cela n'était privé. Et maintenant, tous les médias de la ville ont les images de votre déchéance publique. Elle baissa son téléphone. Avec les compliments de Manon Legrand. Léo s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. La ville scintillait à ses pieds, indifférente à sa chute. Il avait cru pouvoir sauver sa réputation, reconquérir son pouvoir, prouver que la victoire de Manon n'était qu'un feu de paille. Au lieu de cela, il avait fait exactement ce qu'elle avait anticipé. Il s'était détruit lui-même, devant témoins, créant des preuves si accablantes qu'aucun avocat ne pourrait les défendre, aucun juge les ignorait. De l'autre côté de la ville, dans la maison qui lui revenait de droit, Manon veillait sur ses jumeaux endormis. Son téléphone vibra. Un message de Sandrine. C'est fait. Il a tout avoué devant 40 témoins. Il est à nous. Manon posa le téléphone et prit sa fille dans ses bras. Ton père vient de perdre, murmura-t-elle. Non pas parce que je l'ai abattu, mais parce qu'il s'est abattu lui-même. Et vous grandirez en sachant que la dignité et la patience triomphent toujours. Dehors, la nuit était paisible. Mais dans les cabinets d'avocats et les tribunaux, des documents se préparaient, des preuves s'accumulaient. L'acte final de la chute de Léo Fournier était en marche, minutieusement orchestré. Manon avait attendu, observé, et frappé au moment parfait. Et maintenant, avec les propres aveux de Léo scellant son sort, elle pouvait enfin être en paix, sachant ses enfants protégés, son héritage sécurisé, et la justice rendue, exactement comme son père l'avait planifié. La salle d'audience était imprégnée d'une odeur de bois ancien et de tension palpable. Chaque place était occupée par des curieux ayant suivi l'affaire dans la presse et désireux de connaître son dénouement. Manon était assise à la table de la demanderesse, les jumeaux dormant paisiblement dans leur poussette double à ses côtés. Elle portait une robe bleu marine, sobre et élégante, les cheveux relevés, pour seul bijou les perles de sa mère. À sa gauche, Sandrine était entourée de 3 assistants, des piles de dossiers formant une véritable forteresse. De l'autre côté, Léo était seul. Son avocat, Stéphane Duval, un homme à l'air las qui semblait avoir accepté l'affaire plus par devoir que par conviction, feuilletait des papiers avec une énergie de vaincu. Zoé était absente. Elle avait négocié un accord 2 jours plus tôt, acceptant de témoigner contre Léo en échange d'une peine allégée pour ses détournements. Des chuchotements parcoururent le public. La juge Monique Leclerc fit son entrée, sa seule présence imposant le silence. La cour, annonça l'huissier. L'assemblée se leva. La juge Leclerc,
une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux d'argent et au regard perçant, habituée à déceler les mensonges, prit place. « Asseyez-vous. » Elle ouvrit le dossier, parcourant les documents d'un air impénétrable. « Nous sommes réunis pour l'affaire Legrand contre Fournier, concernant la garde des enfants et le partage des biens. J'ai pris connaissance des pièces préliminaires et je tiens à être clair, je n'apprécie pas qu'on me fasse perdre mon temps. Les parties présenteront leurs arguments de manière claire et concise. Maître Moreau, la parole est à vous. » Sandrine se leva avec une précision maîtrisée. « Madame la juge, il s'agit ici de protection. La protection de deux enfants innocents face à un père qui a maintes fois prouvé qu'il les considère comme un simple levier de négociation. La protection de biens appartenant légalement à Manon, mais qui ont été systématiquement spoliés par Léo Fournier par la fraude, la manipulation et la trahison. » Elle fit signe à ses assistants de distribuer des dossiers à la juge et au greffier. « Vous trouverez ici une documentation exhaustive, des actes de fiducie datant de 15 ans désignant Manon comme unique bénéficiaire, des relevés bancaires prouvant que chaque dépense de Léo provenait de comptes contrôlés par le défunt père de Manon, des enregistrements où Léo admet explicitement son intention d'utiliser les enfants comme monnaie d'échange, et les dépositions de plus de 20 témoins confirmant un schéma de tromperie et de violence psychologique. » La juge Leclerc consulta les documents, son expression toujours neutre. Léo se pencha vers son avocat, qui se contenta de secouer la tête. Sandrine poursuivit. « Manon Legrand a été chassée de sa propre maison en pleine nuit, 3 jours après un accouchement par césarienne, avec ses jumeaux dans les bras et sans aucun refuge. Léo Fournier a orchestré cette expulsion, la croyant démunie, sans pouvoir, sans recours. Il s'est lourdement trompé. Ce qu'il ignorait, c'est que le père de Manon, Jean Legrand, avait passé des années à préparer ce scénario exact. » Elle s'approcha de la table des pièces à conviction et saisit une enveloppe scellée. « Madame la juge, je souhaite verser au dossier un enregistrement vidéo de Jean Legrand, réalisé 6 mois avant son décès. Il y détaille ses doutes sur le caractère de Léo, les raisons de la création de la fiducie, et ses instructions à Manon en cas de besoin. » La juge acquiesça. Visionnons-le. Les lumières s'adoucirent. Sur l'écran, le visage de Jean Legrand apparut, vieilli, mais sa voix était ferme. « Je suis Jean Legrand. J'enregistre cette déclaration le 15 mars 2017 en présence de mon avocate, Sandrine Moreau, et de mon témoin, Nicolas Martin. Si cette vidéo est diffusée, c'est que ma fille Manon a été trahie par son mari, Léo Fournier, et que les mesures de protection que j'ai mises en place sont activées. » Le silence était total. Des larmes montèrent aux yeux de Manon, mais elle ne s'y pas. « J'ai créé la fiducie Famille Legrand en 2010, dès que Manon m'a présenté Léo. Je ne lui faisais pas confiance, et la suite m'a donné raison. Il a épousé ma fille pour son statut, sa légitimité apparente, et les avantages financiers qu'il espérait. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai passé 30 ans dans la protection d'actifs, à sécuriser des fortunes pour des clients exigeant la plus grande discrétion. J'ai mis ces compétences au service de la protection de Manon. » L'image de Jean se rapprocha, son expression intense. « La maison de maître en Touraine est détenue par la fiducie pour Manon, acquise via des sociétés écrans que Léo ne pourra jamais tracer. Chaque investissement qu'il croit avoir réalisé avec ses fonds propres a en réalité été financé par des comptes que je contrôlais. J'ai documenté chaque transaction, chaque mensonge, chaque manipulation. Et j'ai chargé Sandrine de ne révéler ces informations que lorsque Manon serait en sécurité et prête à reprendre ce qui lui est dû. » La vidéo s'acheva. Les lumières se rallumèrent. L'expression de la juge Leclerc s'était durcie. « Maître Duval, votre client conteste-t-il l'un de ces documents ? » Stéphane Duval se leva avec lenteur. « Madame la juge, mon client maintient avoir agi en toute bonne foi durant son mariage, ignorait l'ampleur de l'implication financière de Jean Legrand, et sa seule préoccupation est le bien-être de ses enfants. » Vraiment ? Le ton de la juge était glacial. Elle s'adressa directement à Léo. « Monsieur Fournier, levez-vous. » Léo obtempéra, le visage blême. « Monsieur Fournier, j'ai visionné les enregistrements fournis par Maître Moreau. Des enregistrements où vous affirmez, je cite, « Je n'ai pas besoin de ces enfants pour prouver ma valeur et ce ne sont pas des bébés, ce sont des actifs. » Niez-vous ces propos ? Léo ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Répondez, » ordonna la juge. « J'étais en colère, » balbutia Léo. « J'ai dit des choses que je ne pensais pas. » Vous les avez dites à plusieurs reprises, dans divers contextes,
à diverses personnes, rétorqua la juge. Lors d'un dîner avec votre femme, à une soirée publique devant 40 témoins, et dans des messages soumis comme preuve. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des expressions cohérentes de vos véritables sentiments envers vos enfants. Elle consulta d'autres documents. J'ai également les témoignages du personnel, des voisins, et des partenaires commerciaux décrivant des abus psychologiques répétés envers Manon Legrand, des humiliations publiques, un contrôle financier, un isolement social. Monsieur Fournier, vous vous posez en victime de manigance juridique, mais les preuves révèlent un manipulateur pris à son propre jeu. Léo tenta d'intervenir, mais la juge le fit taire d'un geste. Je n'ai pas terminé. Ce qui me choque le plus, c'est votre absence totale de remords. Même ici, face à des preuves accablantes, vous clamez votre innocence. Cela me suffit pour juger de votre caractère et de vos aptitudes parentales. Elle se tourna vers Manon. Madame Legrand, veuillez vous lever. Manon se leva, les jambes fermes malgré l'émotion. Vous avez traversé une épreuve qui en aurait brisé plus d'un, dit la juge, sa voix adoucie. Trahi, chassé de chez vous en pleine convalescence, forcé de tout reconstruire avec deux nouveau-nés. Pourtant, vous l'avez fait avec dignité, patience, et dans le respect de la loi. Cela témoigne de votre force de caractère. La juge Leclerc consulta ses notes. Je rends mon jugement, la garde physique et légale exclusive des enfants est attribuée à Manon Legrand. Léo Fournier bénéficiera d'un droit de visite supervisé un week-end sur 2, conditionné à la réussite d'un stage de parentalité et d'une thérapie de gestion de la colère. Tous les biens de la fiducie famille Legrand restent sous le contrôle de Manon, car ils lui ont toujours appartenu. Léo Fournier est sommé de quitter la propriété en Touraine sous 7 jours et il lui est interdit de contacter Manon, sauf par voie d'avocat pour les questions relatives aux enfants. Le marteau frappa, le son sec et définitif. Léo s'affaissa sur sa chaise, le visage dans ses mains. Stéphane Duval rangea ses affaires avec la résignation de celui qui connaissait l'issue. Sandrine se pencha vers Manon. C'est terminé. Vous avez gagné. Mais Manon ne ressentait pas de triomphe. Juste de la fatigue, du soulagement, et une tristesse pour ce qui aurait pu être si Léo avait été un autre homme. Les jumeaux s'agitèrent. Manon se pencha pour les rassurer. Vous êtes en sécurité maintenant. Maman a veillé à tout. La salle se vida. Les curieux partirent commenter la nouvelle. Nicolas Martin s'approcha. J'en serais fier de vous. Merci, dit Manon. D'avoir été là pour lui, d'avoir cru en lui. C'était un homme d'une intelligence rare, dit Nicolas. Et vous lui ressemblez. Patiente, stratégique, inébranlable. Léo se leva, guidé par son avocat. Il s'arrêta à la table de Manon, leurs regards se croisèrent. Elle crut un instant qu'il allait s'excuser, montrer un reste de l'homme qu'elle avait aimé. Mais son expression se durcit. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, répondit Manon calmement. La juge a tranché. Les preuves sont publiques. Tu n'as plus aucun levier, aucun pouvoir, aucun droit sur ce qui est à moi. C'est fini, Léo. La seule question est de savoir si tu l'acceptes avec dignité ou si tu achèves de détruire ta réputation. Il la fixa, et elle vit dans ses yeux le moment où il comprit qu'elle avait raison. Toute combativité l'abandonna. Il tourna les talons et partit. Sandrine commença à ranger les dossiers. Et maintenant ? Demanda Manon. Maintenant, vous rentrez chez vous, dit Sandrine. Vous élevez vos enfants. Vous honorez la mémoire de votre père. Vous vivez la vie qui vous était destinée, loin de la manipulation et de la peur. Manon prit son sac, vérifia une dernière fois les jumeaux et se dirigea vers la sortie. Le couloir était un essaim de caméras et de journalistes. Mais l'équipe de sécurité de Sandrine lui ouvrit un passage. Madame Legrand, vos impressions ? Lança un journaliste. Manon s'arrêta un instant. Je ressens que la justice a été rendue. Pour moi, et pour mes enfants. Et j'espère que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qu'on a traités d'impuissants, qu'on a rabaissés, comprendront que la patience et la vérité finissent toujours par triompher. Elle sortit dans la lumière du jour, ses enfants à ses côtés, et pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à sourire. L'épreuve du tribunal était terminée. Le plan de son père avait réussi. Et maintenant,
elle pouvait enfin commencer la vie qu'il avait protégée pour elle. Une vie gagnée par la force, la stratégie, et une dignité sans faille. 3 semaines après le verdict, Manon croyait la guerre finie. Elle avait trouvé son rythme avec les jumeaux, entre les biberons du matin et les promenades de l'après-midi, où les voisins ne chuchotaient plus mais la saluaient avec respect. La maison de maître était redevenue son foyer, chaque pièce réaménagée pour effacer les souvenirs de Léo. Sandrine l'avait rassuré, la garde était acquise, les visites supervisées de Léo étaient une concession minimale, elle pouvait enfin souffler. Mais Manon avait appris que les hommes comme Léo n'abdiquent jamais. Ils attendent, se réorganisent, et frappent quand la garde est baissée. La lettre arriva un mardi matin, par coursier, frappée du sceau du cabinet d'avocat de Léo. Manon l'ouvrit avec une appréhension grandissante. À l'intérieur, une demande de modification de garde en urgence. 40 pages argumentant que Manon était une mère inapte, qu'elle avait instrumentalisé la justice grâce à la fortune de son père, que les jumeaux avaient besoin d'un foyer stable avec 2 parents, et que Léo avait connu une profonde remise en question depuis le jugement. Il invoque l'unité familiale, dit Manon au téléphone, la voix nouée. Le silence de Sandrine dura 3 secondes de trop. Qu'est-ce que ça signifie? Insista Manon. Que me cachez-vous? Qu'il a trouvé un nouvel angle d'attaque, expliqua Sandrine. Il ne dit plus que vous êtes une mauvaise mère. Il dit que la séparation est néfaste pour les enfants, qu'ils ont besoin de leurs 2 parents à égalité, et que la seule solution est une garde conjointe totale avec lui comme parent principal. Un froid glacial envahit Manon. Mais le juge a déjà statué. Il a perdu. Les jugements peuvent être modifiés si les circonstances évoluent ou si de nouvelles preuves sont apportées, précisa Sandrine. Léo prétend avoir suivi une thérapie, maîtriser sa colère, et comprendre son rôle de père. Il se présente comme un homme nouveau. C'est un mensonge, s'insurgea Manon. Il y a 3 semaines, il qualifiait les jumeaux d'actifs. Et le voilà père de l'année. Je sais, dit Sandrine. Et nous le prouverons. Mais Manon, il y a autre chose dans cette requête. Quelque chose de plus inquiétant. Manon serra le téléphone. Quoi? Il demande un audit complet de la fiducie famille Legrand. Il prétend que les fonds de votre père sont d'origine douteuse, que la fiducie pourrait être frauduleuse, et que toute décision de garde doit tenir compte de l'éventualité que votre fortune repose sur des activités illégales. Manon s'assit lourdement. C'est absurde. Mon père était gestionnaire d'actifs. Tout était légal. Nous le savons, dit Sandrine. Mais Léo cherche à semer le doute pour vous forcer à négocier. Il ne cherche pas à gagner. Il cherche à vous faire peur de l'opprobre public, de voir la réputation de votre père salie, pour que vous cédiez. Que veut-il? Demanda Manon, connaissant déjà la réponse. L'argent, dit Sandrine. Un pourcentage de la fiducie, une pension, et une garde partagée pour avoir un droit de regard sur l'avenir financier des enfants. Il ne s'agit pas des jumeaux, Manon. Il s'agit de reprendre le contrôle sur vous via votre héritage. Une rage sourde monta en Manon. L'audience est quand? Dans 2 semaines. Et Manon, préparez-vous. Il sera crédible. Il jouera la victime, le père repenti, l'homme brisé par des arguties juridiques. Le juge pourrait être sensible à son discours. La juge Leclerc a vu clair dans son jeu, dit Manon. Elle verra clair à nouveau. Nous n'aurons pas la juge Leclerc, annonça Sandrine. L'avocat de Léo a obtenu un dépaysement pour partialité. Nous tombons sur le juge Pierre Laurent. Un homme plus âgé, traditionnaliste, réputé pour privilégier la réconciliation familiale à tout prix. Manon ferma les yeux, son esprit s'agitant. Alors nous lui fournirons des preuves irréfutables. Nous lui montrerons le vrai visage de Léo. Les 2 semaines qui suivirent furent un compte à rebours. Manon se prépara sans relâche, examinant les pièces avec Sandrine, anticipant les questions de l'avocat de Léo. Elle consigna chaque visite supervisée, notant les retards de Léo, ses départs anticipés, son manque d'interaction avec les jumeaux, préférant son téléphone. Elle réunit des témoignages de voisins, de Madame Dubois, du personnel de maison. Elle obtint même de l'avocat de Zoé une déclaration sous serment confirmant les propos de Léo sur l'utilisation des enfants comme levier. Le jour de l'audience, Manon, vêtue de gris, arriva au tribunal en avance. Les jumeaux étaient chez Madame Dubois, à l'abri.
Sandrine l'attendait, l'air grave mais déterminé. Il est déjà là. Et Manon, il a amené des soutiens. Dans la salle, Léo était accompagné de 3 personnes, un couple âgé à l'air réprobateur et une jeune femme en tailleur. Qui sont-ils? Murmura Manon. Ses parents, expliqua Sandrine. Ils étaient en froid depuis 5 ans, mais se sont visiblement réconciliés. La femme est le docteur Sophie Bernard, une psychologue pour enfants, engagée pour témoigner du besoin d'une figure paternelle. Ils ont 4 mois, siffla Manon. Ils ont besoin de nourriture, de sommeil et d'amour. Pas d'un père qui les considère comme un investissement. Je sais, dit Sandrine. Restons calmes. Laissons-le s'exposer. Puis nous le démolirons. Le juge Laurent entra, un homme d'un certain âge à l'air sévère. Audience pour la demande de modification de garde dans l'affaire Legrand contre Fournier. Maître Duval, à vous. Stéphane Duval se leva, plus combatif que la première fois. Madame la juge, mon client Léo Fournier est devant vous aujourd'hui, non pas comme l'homme qu'il fut, mais comme l'homme qu'il est devenu. Depuis le premier jugement, il a suivi une thérapie intensive, s'est réconcilié avec sa famille, et a pris conscience de ses manquements. Il ne veut pas priver les enfants de leur mère. Il veut s'assurer qu'ils bénéficient de leurs 2 parents à égalité. Il désigna Léo, qui s'avança à la barre. Il avait changé, remarqua Manon. Une coupe de cheveux plus courte, un costume sobre, une expression de contrition humble. Une performance parfaitement étudiée. Monsieur Fournier, commença Duval. Qu'avez-vous appris ces derniers mois? Léo acquiesça, la voix douce. J'ai appris que j'étais égoïste, que j'ai privilégié ma carrière à ma famille, que j'ai blessé la femme que j'aimais et failli à mes devoirs de père. Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance d'être le père que mes enfants méritent. Le juge Laurent se pencha. Vous avez suivi une thérapie? Oui, madame la juge. 12 séances intensives avec le docteur Patricia Vidal, sans lien, axées sur la gestion de la colère et la parentalité. Duval transmit des documents. Nous avons le rapport du docteur confirmant les progrès de mon client. Sandrine intervint. Madame la juge, si je puis me permettre. 12 séances en 3 semaines, c'est bien peu pour changer des traits de caractère profonds. Le juge fronça les sourcils. Maître Moreau, vous aurez votre tour. Maître Duval, poursuivez. Duval appela le docteur Bernard à la barre. La psychologue parla de l'importance du père, des études sur le développement de l'enfant, du mal de l'aliénation parentale. Un discours général, théorique, mais convaincant. Puis ce fut le tour de Sandrine. Elle s'approcha du témoin. Docteur Bernard, avez-vous rencontré les jumeaux Legrand? Non. Avez-vous parlé à Manon Legrand? Non. Avez-vous lu les pièces du premier procès, notamment les enregistrements où Léo Fournier qualifie ses enfants d'actifs? Le docteur hésita. On m'a fourni un contexte limité. Limité? Répéta Sandrine. Votre témoignage est donc purement théorique, sans lien avec ce cas précis. J'ai été engagé pour donner un avis d'expert, se défendit-elle. Un avis, conclut Sandrine. Pas une preuve. Merci, docteur. Sandrine appela ses propres témoins. Madame Dubois, qui décrivit l'amour de Manon pour ses enfants et le désintérêt de Léo lors de ses visites. Nicolas Martin, qui attesta de la légitimité de la fortune de Jean Legrand. Et enfin, un expert qui authentifia l'enregistrement du dîner. La voix de Léo emplit la salle. Ce ne sont pas des bébés, Manon. Ce sont des actifs. Le visage du juge Laurent se rembrunit. Il regarda Léo. Monsieur Fournier, cet enregistrement date d'il y a 3 semaines. Après le début de votre prétendue transformation. Comment expliquez-vous cela? Le masque de Léo se fissura. J'étais en colère. Manon m'avait tout pris. Je n'avais pas les idées claires. Vous semblez souvent ne pas avoir les idées claires quand vous êtes en colère, remarqua le juge. Un trait qui m'inquiète pour le bien-être de 2 nourrissons. Il consulta ses notes. Monsieur Fournier, j'ai entendu votre témoignage. J'ai aussi entendu des preuves qui le contredisent formellement. 12 séances de thérapie n'effacent pas 6 ans de manipulation.
Et elle n'excuse certainement pas la menace d'utiliser vos enfants pour un gain financier il y a quelques semaines. Il se tourna vers Manon. Madame Legrand, le jugement initial est maintenu. Garde exclusive pour vous. Visite supervisée pour Monsieur Fournier. Toute nouvelle demande de modification devra être étayée par des preuves de changement de comportement durable sur au moins 1 an. Le marteau tomba. Les parents de Léo partirent sans un regard pour leur fils. Le docteur Bernard s'éclipsa. Léo resta seul, sa comédie éventée, sa dernière manœuvre déjouée. Manon sentit un poids quitter ses épaules. Sandrine lui toucha le bras. C'est fini. Vraiment, cette fois. Manon acquiesça, sans sourire. Épuisée de se battre, de devoir sans cesse justifier ses droits. Elle voulait juste rentrer, serrer ses enfants contre elle. Il essaiera encore, dit-elle. Non, assura Sandrine. Il n'essaiera plus. Car il sait maintenant que nous serons toujours prêtes, toujours une longueur d'avance. Et même Léo Fournier finira par comprendre que certaines batailles sont perdues d'avance. Les marches du palais de justice avaient une autre saveur cette fois. Manon les descendit lentement, le soleil de l'après-midi illuminant son tailleur gris, tandis que les journalistes l'attendaient en bas, caméra au point. Elle ne les avait pas convoqués. Ils étaient venus d'eux-mêmes, attirés par le bruit de la bataille pour la garde, par l'effondrement spectaculaire de Léo Fournier, par la légende naissante de cette femme chassée à minuit et revenue en triomphatrice. Sandrine l'accompagnait, mais c'était Manon que tous voulaient entendre. Une jeune journaliste s'avança. Madame Legrand, que ressentez-vous après cette nouvelle victoire? Manon fixa la caméra. Je ressens le goût de la justice, pas de la vengeance. La justice. Sa voix était claire et forte. Mon père m'a appris que la dignité ne se donne pas, elle se préserve. Même sous la pluie, sans abri, on la préserve. Et la vérité finit toujours par éclater. Un autre journaliste lança, quel conseil donneriez-vous aux femmes dans des situations similaires? L'expression de Manon s'adoucit. Je leur dirais de tout consigner. De rester silencieuses le temps de préparer leur défense. De ne pas laisser la colère guider leurs actions, car la justice récompense la préparation, pas l'émotion. Et surtout, de savoir que leur valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle regarda le tribunal. On m'a jeté comme une ordure. 4 mois plus tard, je possédais tout ce qu'ils croyaient sien. Ce n'est pas de la chance. C'est le fruit de la stratégie et de l'opportunité. Les caméras en raffolèrent. Le soir même, sa déclaration tournait en boucle. Des femmes de tous âges partageaient la vidéo, avec des commentaires comme « Voilà la vraie force » ou « Elle a attendu ». Elle a préparé. Elle a gagné. Le téléphone de Manon n'arrêtait pas de sonner. Des messages de soutien, des aveux de ceux qui avaient douté. Madame Dubois l'appela, la voix vibrante de fierté. Tu es passée aux informations. Tout l'immeuble parle de toi. Il te voit comme une héroïne. Manon sourit, lasse. Je ne suis pas une héroïne, Madame Dubois. Juste une mère qui a refusé que ses enfants soient des pions. C'est précisément ce qui fait de toi une héroïne, rétorqua Madame Dubois. Combien de femmes se taisent par peur? Combien laissent des hommes comme Léo gagner? Toi, tu t'es battu. Et maintenant, d'autres apprennent qu'il est possible de se battre et de gagner. Le lendemain, Manon reçut un appel surprenant. Madame Legrand, Valérie Lefebvre, de la Coalition pour l'émancipation des femmes. Nous avons suivi votre affaire et nous aimerions vous inviter à prendre la parole à notre gala annuel. Votre histoire pourrait inspirer de nombreuses femmes. Manon hésita. Parler en public n'était pas son fort. L'idée de revivre son humiliation sur scène la crispait. Mais elle repensa aux messages reçus, à ces femmes qui lui disaient que ces mots leur avaient donné la force de partir. De quoi voudriez-vous que je parle? De votre parcours, dit Valérie. De la nuit de votre expulsion à votre victoire. La stratégie, la patience, la reconstruction. Nous ne voulons pas l'histoire d'une victime. Nous voulons le manuel d'une survivante. Manon regarda ses jumeaux endormis, la maison que son père avait protégée, la vie qu'elle avait reconquise. J'accepte. Les semaines précédant le gala furent intenses. Manon et Sandrine préparèrent son intervention,
choisissant les détails les plus percutants et légalement sûrs. Elle répéta son discours devant Madame Dubois, qui pleura et insista pour qu'elle parle davantage des jumeaux. Les gens doivent comprendre que tu te battais pour eux. C'est ça qui est puissant. Pendant ce temps, l'univers de Léo s'écroulait. Ses parents, revenus pour l'audience, étaient repartis. Ses partenaires d'affaires l'abandonnaient. Zoé était partie depuis longtemps. Il était devenu ce que Manon avait prédit, un exemple à ne pas suivre. Manon n'en tirait aucune satisfaction. Juste un sentiment de liberté. Le gala se tenait à l'hôtel du Parc. Manon arriva tôt, laissant les jumeaux à Madame Dubois, et attendit en coulisses. Valérie vint la rassurer. Vous allez être formidable. Parlez avec le cœur. Le public est conquis d'avance. L'introduction fut sobre. Ce soir, nous accueillons une femme dont l'histoire a inspiré notre ville. Une mère, une stratège, un exemple de patience et de préparation. Veuillez accueillir Manon Legrand. Les applaudissements furent assourdissants. Manon monta sur scène et regarda la salle comble. Des femmes de tous âges, au visage marqué par leur propre combat. Elle se reconnut en elle. Il y a 4 mois, commença-t-elle d'une voix ferme, je me tenais sous la pluie, à minuit, pieds nus, avec mes jumeaux dans les bras, sans nulle part où aller. Mon mari m'avait chassé, remplacé, et qualifié de fardeau. J'avais alors 2 choix, m'effondrer ou survivre. J'ai choisi de survivre. Elle raconta le message de son père, la fiducie secrète. Les mois de préparation silencieuse, de collecte de preuves. L'arrivée en voiture de luxe, les confrontations, la bataille pour la garde. Mais voici ce que j'ai appris, dit Manon, sa voix s'élevant. L'humiliation est passagère. La dignité est éternelle. Quand quelqu'un veut vous détruire, il parie sur votre effondrement. Il compte sur votre fatigue, votre peur, votre désarroi. Et au moment où vous lui donnez tort, où vous vous dressez avec des preuves, une stratégie et une volonté de faire, il n'a plus rien. Le silence était total. Alors, si vous êtes sous cette pluie en ce moment, si vous vous demandez comment vous survivrez demain, sachez ceci. Son regard balaya la salle. Documentez tout. Taisez-vous quand il le faut. Bâtissez votre défense brique par brique. Et quand le moment sera venu de reprendre ce qui vous est dû, faites-le avec une telle précision qu'ils ne vous verront pas venir. L'ovation debout dura 3 longues minutes. Des femmes vinrent la voir, certaines en larmes. Une dame âgée lui serra le bras. Ma petite fille vit la même chose. Je lui envoie votre discours. Vous venez de lui sauver la vie. En rentrant chez elle, Manon ressentit quelque chose de nouveau, un but au-delà de la survie. Madame Dubois l'accueillit, rayonnante. Les jumeaux ont été sages. Et tu as 17 messages d'associations qui veulent t'entendre. Tu deviens un symbole. Manon prit sa fille endormie. Je ne suis pas un symbole, Madame Dubois. Juste une mère qui a refusé que ses enfants soient des otages. C'est exactement ce dont le monde a besoin, murmura Madame Dubois. La ville avait vu Manon chuter. Elle la voyait maintenant s'élever. Et partout, des femmes prenaient des notes, se souvenant de leur propre bataille, et se disaient, si elle a pu le faire, alors je le peux aussi. 6 mois après le gala, Manon entra enfin dans le bureau de son père. La poussière recouvrait le mobilier où Jean Legrand avait passé tant de nuits à gérer des fortunes et à tisser un filet de sécurité pour sa fille. Elle s'assit dans son fauteuil et ouvrit le dernier tiroir, comme indiqué dans son message. À l'intérieur, une enveloppe. Manon, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Pas seulement en justice, mais la guerre pour ta dignité et l'avenir de tes enfants. Je suis fier de toi. J'ai toujours su que tu avais cette force. Maintenant, il est temps de bâtir quelque chose qui nous survivra. Les statuts de la fondation sont dans le coffre. Le mot de passe est l'anniversaire de ta mère. Utilise la fiducie, pas seulement pour toi, mais pour les autres. C'est ainsi que l'on transforme la douleur en but. C'est ainsi que l'on donne un sens à la souffrance. Je t'aime, papa. Manon essuya une larme et ouvrit le coffre. À l'intérieur, les documents de la Fondation Manon Legrand pour l'émancipation des femmes, déjà enregistrés, déjà dotés de 10 millions d'euros. Il avait tout prévu. Elle appela Sandrine. Étiez-vous au courant?
Votre père m'en avait parlé, admit Sandrine. Il m'a dit que si vous surmontiez cette épreuve, vous voudriez aider les autres. Avait-il raison? Manon regarda ses jumeaux jouer sur le tapis. Oui, il avait raison. Par où on commence? 3 mois plus tard, la Fondation Manon Legrand ouvrait ses portes. Sa mission, fournir une aide juridique, un logement d'urgence et un soutien financier aux femmes victimes de violences conjugales ou d'exploitation parentale. Manon engagea une petite équipe, dont Camille Dubois, la nièce de Madame Dubois, elle-même survivante d'une bataille pour la garde. La première bénéficiaire fut Lucie Pelletier, 32 ans, chassée par son mari. Il menace de me prendre mes 2 enfants si je ne lui cède pas mon héritage, expliqua-t-elle, tremblante. Manon la regarda, calme et déterminée. Vous allez tout documenter. Chaque menace, chaque message. Vous ne répondrez pas à l'émotion, mais à la stratégie. Et vous ne le laisserez jamais utiliser vos enfants comme un levier. Nous allons vous aider, Lucie. Et il comprendra que vous sous-estimez a été sa plus grande erreur. L'année suivante, la Fondation aida 47 femmes. Chaque victoire était personnelle, chaque femme qui retrouvait sa dignité et ses enfants était une justification de sa propre souffrance. La Fondation gagna en notoriété. Manon fut invitée à des conférences, consultée sur des projets de loi. Un après-midi, Léo se présenta à la Fondation. La sécurité prévint Manon. Par curiosité, elle accepta de le voir, accompagné de Camille. Léo semblait diminuer, son costume flottant sur un corps amaigri. « Merci de me recevoir, dit-il. Manon resta silencieuse. « Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là pour m'excuser. Je sais que ça n'a pas d'importance, mais je vous le dois. J'ai été cruel, manipulateur. Je vous ai traité comme un objet. J'ai utilisé nos enfants comme des armes. Je suis désolé. » Il marqua une pause. « Je suis aussi venu pour renoncer à mes droits parentaux. Je ne suis pas capable d'être le père dont ils ont besoin. Vous aviez raison. Je ne les mérite pas. » Camille allait parler, mais Manon la retint. « Tu as raison. Tu ne les mérites pas. Mais je n'accepte pas ta renonciation. » Léo parut déconcerté. « Pourquoi? » « Parce que les jumeaux méritent mieux qu'un père qui démissionne, » dit fermement Manon. « Tu es pour l'instant un contre-exemple. Mais les gens peuvent changer. Alors voici ce qui va se passer. Tu continues les visites supervisées. Tu suis une vraie thérapie. Et si dans 5 ans tu as vraiment changé, si tu es capable d'aimer ces enfants sans calcul, nous en reparlerons. » Léo la dévisagea. « Vous me donnez une chance. » « Je donne à mes enfants une chance d'avoir un père digne de ce nom, » corrigea Manon. « Le deviendras-tu? C'est à toi de voir. Mais que les choses soient claires. Si jamais tu tentes de les manipuler, de leur faire du mal comme tu m'en as fait, les ressources de mon père te retrouveront où que tu sois. Compris? » Compris, murmura Léo. Il partit. Camille souffla. C'était soit incroyablement généreux, soit incroyablement risqué. C'était nécessaire, dit Manon. Je refuse que ces échecs définissent la vie de mes enfants. Ce soir-là, Manon organisa un dîner. Sandrine, Madame Dubois, Camille, Valérie. Les jumeaux, dans leur chaise haute, riaient. À Manon, dit Sandrine en levant son verre, qui a transformé la pluie de minuit en soleil. Aux secondes chances, ajouta Madame Dubois. Manon regarda ces femmes, devenues sa famille, la maison devenue un sanctuaire, ses enfants qui grandiraient en connaissant la force de leur mère. À mon père, dit-elle doucement, qui m'a appris que la protection, ce n'est pas se défendre. C'est bâtir quelque chose d'assez fort pour que ceux qu'on aime n'aient jamais besoin d'être défendus. Plus tard, elle coucha les jumeaux et leur murmura, comme chaque soir, vous êtes aimés. Vous êtes protégés. Et vous saurez toujours que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever, de tout consigner, et de s'assurer que personne ne puisse vous faire tomber 2 fois. Dehors, la ville brillait. La maison, témoin de son humiliation, était devenue le symbole de son triomphe. La fondation de son père changeait des vies. L'héritage qu'elle croyait perdu avait été reconquis et transcendé. Manon Legrand avait été chassée, pieds nus et brisés. Elle était revenue,
armée de preuves et de dignité. Et maintenant, elle comprenait la leçon finale de son père. La victoire, ce n'est pas détruire ses ennemis. C'est bâtir quelque chose de si fort, de si juste, que leurs tentatives de destruction ne deviennent que des anecdotes dans une histoire bien plus grande. Les jumeaux se prirent la main dans leur sommeil. Manon sourit et ferma doucement la porte. Demain, le combat continuerait, pour d'autres. Mais ce soir, elle savourait la quiétude d'avoir fait plus que survivre. Elle avait transformé la souffrance en but, la douleur en pouvoir, et la pluie de minuit en un héritage qui abriterait les générations futures. La tempête était passée. Le soleil s'était levé. Et Manon Legrand était la preuve vivante que la patience, la préparation et une dignité inflexible pouvaient triompher de toute trahison.